Et la revue de presse, c'est évidemment avec Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, 2014 s'installe, sans tambour ni trompette, mais avec quelques nouveautés. Le Parisien aujourd'hui en France nous annonce les 100 qui vont marquer 2014. Bon, en fait, ce sont surtout ceux qui ont intéressé les médias en 2013 qu'on retrouve. Libération nous parle de l'Europe malade, la Grèce présidente en crise. L'Opinion nous prédit l'avenir des ministres en cas de remaniement post-débandade électorale. Ministre, la Hollande Academy. Et Le Monde nous plombe le moral d'emblée. 2014, année à haut risque financier. Le Point, lui, décline ses classiques. France ringarde et mondialisation heureuse. Ça donne ces Français qui partent pour réussir. 2014, il n'y a que ça dans la presse ce matin. Oui, alors on a rangé les cotillons, soigné sa gueule de bois, mais si on veut éviter les réveils pénibles, il va falloir sélectionner les articles dans la presse ce matin. Normalement, écrit Jean-Marcel Bougreau dans La République des Pyrénées, je devrais vous souhaiter bonne année, c'est la tradition. Je le fais donc, mais au fond de moi, avec le sentiment de ne pas trop y croire à cette bonne année. Dans le journal de la Haute-Marne, Christophe Bonnefoy dresse la liste des augmentations, cigarettes, timbres, électricité. Et si vous voulez vous donner un peu d'espoir, c'est pas non plus vers les comptes rendus des vœux présidentiels qu'il faut se tourner. Pour ceux qui auraient zappé, on arrive à cumuler le rien de nouveau et le on change tout. D'un côté, ceux qui soulignent qu'il persiste. Les vœux télévisés de François Hollande mardi soir, écrit Daniel Muras dans le Courrier Picard, ont été à l'image du début de son mandat, sans panache, sauf une mise en image improbable, mais avec une obstination qui quelquefois force le respect. De l'autre, ceux qui voient du changement. Dans les mots, écrit Rémi Godot dans l'Opinion, le président a troqué l'art du zigzag pour la pratique du tête-à-queue. Oui, parce que le journal en fait se réjouit que le président assume désormais son orientation sociale libérale. Mais pas de quoi pavoiser, comme l'écrit Dominique Seux dans Les Échos. On reste confondu, dit-il, par l'amateurisme à l'œuvre sur la fiscalité depuis 18 mois. L'ironie est que la communication, là, a été encore plus désastreuse que l'action. Oui, alors quand on voit ça, sur le fond, on se dit qu'il y a une chose qui est sûre, pacte de responsabilité ne fera pas partie des expressions qui vont marquer 2014. Il est beaucoup question des impôts ce matin dans la presse. Oui, et pour nous consoler de la hausse de la TVA, l'Opinion poursuit sa série intitulée « Comment naissent les impôts ?» Eh bien, sachez que l'actuel gouvernement est très petit joueur dans le domaine. Le journal nous raconte comment le Directoire, en 1797, inventa l'impôt sur le clair de lune. Pardon ? Oui. Dominique Ramel, ministre des Finances, après avoir décidé que l'État faisait défaut sur 2/3 de la dette publique tout de même, chercha de nouveaux financements. La concession des réverbères de Paris avait été laissée à un homme qui s'enrichissait. Donc il le convoqua pour lui demander s'il n'y aurait pas moyen de baisser le coût pour la puissance publique. Et comme la guillotine n'était pas très loin, l'intéressé trouva une idée. Il expliqua qu'on pouvait considérer que l'éclairage était moins nécessaire les nuits de pleine lune, pour peu que la météo fût clémente. Malin. Ainsi est née la taxe sur les nuits de pleine lune, avant celle qui est beaucoup plus connue, la fameuse sur les portes et fenêtres. Mais bon, face à l'imagination du fisc, il y en a quand même qui se débrouillent beaucoup mieux que d'autres. Reprenez Dieudonné, par exemple. Le Parisien nous apprend que le plus intéressant chez l'humoriste à la quenelle, ce ne sont pas les rodomontades de Manuel Valls pour lui faire de la publicité, mais l'incapacité du fisc à déterminer l'origine de son patrimoine ou à recouvrer les amendes. Un exemple, pour tenter de récupérer des arriérés d'impôts datant de 1997, 880 000 € tout de même, le fisc a mis en vente un ensemble immobilier appartenant à Dieudonné. Il a alors lancé une contribution auprès de ses fans, ce qui semble d'ailleurs devenu sa spécialité. Et les gentils internautes ont financé le rachat du bien pour 501 000 €. Alors on peut être anti-système et très doué pour les affaires. Un autre article vous a particulièrement intéressé ce matin, Natacha, un article sur le cancer de la prostate. C'est un article du Point consacré au livre de Tahar Benjeloun, L'ablation. L'auteur parle avec sincérité, parfois même avec humour, de son cancer de la prostate. Voilà, je ne bande plus, écrit-il au début. Et pour terminer par « Cher libido, si tu veux bien, on se quitte, je t'oublie ». Mais le plus intéressant, en fait, c'est l'article lui-même qui parle de la peur provoquée par le mot cancer qui fait le vide autour de soi, de cette angoisse des hommes de perdre leur virilité et de la solitude des malades. L'article est signé Franz-Olivier Gisbert et parce qu'il est un véritable cri du cœur, eh bien on le croit quand il dit que quand on en réchappe, le cancer fait aimer la vie encore davantage. Un clin d'œil également dans cette revue de presse, Natacha.
Oui, du Danemark, on avait appris à connaître le Premier ministre. Vous savez, l'avenante Elle Thorning-Schmidt, après son selfie avec Barack Obama aux obsèques de Nelson Mandela. La blonde sur la photo. Voilà, la fameuse. Le Parisien nous fait connaître aujourd'hui un fleuron de la gastronomie danoise, le Kanelsnegle, ou roulé à la cannelle. Mais, drame national, le roulé est menacé. L'Europe a fait passer une loi qui limite la dose journalière d'une substance jugée dangereuse, la coumarine, et présente dans la cannelle casse, produite en Chine. Alors, on ne le savait pas, mais il y avait sans doute des hécatombes chez les mangeurs de viennoiseries danoises depuis 2 siècles. Et les pâtissiers, eux, refusent en fait de changer leur recette pour de la cannelle de Ceylan ou de Madagascar, plus chère mais ne contenant pas de coumarine, parce que le goût serait modifié. Bon, rappelons que les Danois ont refusé l'euro par référendum en 2000. Alors, les priver de leur pâtisserie préférée une année d'élection européenne, c'est vraiment avoir un goût pour le suicide politique. C'est vrai que c'est pas sympa pour débuter l'année. Les privés de ces roulés à la cannelle. Merci beaucoup, c'était la revue de presse de Natacha Polony.